Bonjour, dans cette cinquième partie concernant les écosystèmes, nous allons discuter de la fonction d'un écosystème. Alors, l'exemple que j'ai décidé de prendre, ce sont des écosystèmes particuliers qu'on appelle les écosystèmes palustres. Alors, ces écosystèmes palustres, pour résumer, ce sont des zones humides au final. On va y trouver les estuaires, des tourbières, des marais, et ce sont des zones extrêmement riches. Donc voilà une petite représentation d'une zone palustre. Et donc c'est une zone en fait où on va avoir énormément d'organismes présents, des oiseaux, des poissons, beaucoup de végétaux aussi. Et ça va faire que ces zones vont avoir des fonctions particulières extrêmement importantes. Première fonction, la fonction de reproduction. Ce sont des zones où en fait on va avoir beaucoup de nutriments, des zones où on peut avoir des lieux protégés pour se reproduire, pour pondre par exemple, des zones qui vont être extrêmement intéressantes pour énormément d'espèces pour venir se reproduire. Ensuite, autre zone, autre fonction, une fonction de filtration. Ici, tous les végétaux que vous voyez ici vont se nourrir eux aussi et peuvent se nourrir en fait d'éléments que l'on trouve dans l'eau. Et ces éléments que l'on trouve dans l'eau, par exemple, je ne sais pas, vous avez beaucoup d'azote, ou, eh bien, ces éléments vont être consommés par les plantes, et au final, on va avoir une dépollution de l'eau. Et donc ça, c'est un élément de dépollution. Mais on a aussi une notion de rétention des particules. Quand vous avez de l'eau qui arrive chargée en particules dans une zone comme ça, toute cette biodiversité présente, et notamment en termes de plantes, vont retenir ces particules, qui serviront ensuite de, de, de nourriture et de substrat pour les autres organismes. Et troisième grande fonction, ces zones humides, on a bien aimé construire dessus, à tort, vraiment à tort, puisqu'en fait ces zones humides, c'est le système tampon des inondations. C'est-à-dire que s'il a beaucoup plu, l'eau, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et ces zones-là sont des zones où l'eau peut être absorbée, où beaucoup d'eau peut être orientée. Et donc ça veut dire que si on enlève ces zones humide, eh bien on se retrouve avec des risques d'inondation qui sont accrus. On va entamer maintenant la sixième partie. Cette sixième partie va parler des biomes et de la biosphère. Alors, d'abord, concernant notre planète, où trouve-t-on de la vie? Alors, on trouve de la vie au niveau de la lithosphère. La lithosphère, c'est la partie superficielle de notre croûte terrestre. On en trouve dans l'aquasphère. L'aquasphère, c'est tous les océans, les lacs, les rivières, les fleuves, etc. Et puis, alors c'est vrai, il y a de la vie dans l'atmosphère. Vous voyez des oiseaux, vous voyez des chauves-souris. On pense aussi qu'il y a un certain nombre de micro-organismes qui transitent par des particules d'eau, donc par des nuages, d'une zone à l'autre. Mais bon, l'atmosphère est considérée plus comme une zone vecteur. Donc on va retrouver notre vie au niveau de la lithosphère et de l'aquasphère. Cette vie ne va pas être la même selon l'endroit où on se trouve au niveau de notre planète. Parce que bien sûr, au niveau de notre planète, qu'on soit au niveau des pôles ou au niveau de l'équateur, on ne va pas avoir les mêmes conditions physiques, climatiques d'un endroit à l'autre. Donc tout en haut, il fait plutôt froid, donc on va avoir ce qu'on appellera des biomes arctiques, c'est-à-dire en fait des paysages arctiques qui sont donc constitués d'un biotope et d'une biocénose arctique. Un petit peu plus bas, on va avoir des biomes qu'on appelle boréales. Ensuite, des biomes tempérés, donc ensuite tropicales et équatoriales. Et bien sûr, vous comprenez que toutes ces zones arctiques, boréales, tempérées, tropicales, équatoriales, eh bien,
en fonction des conditions climatiques de certains secteurs, vont, vont correspondre à des paysages que vous connaissez. Vous imaginez bien qu'un paysage arctique, vous n'allez pas en trouver un vers l'équateur. Et vous savez pourquoi, bien entendu, puisque vous savez que la température est totalement différente. Donc, vous savez aussi que le Sahara ne pourrait pas se trouver en Arctique actuellement. Voilà, donc ici on a cette notion de zone climatique et qui vont influer sur les organismes qui peuvent être présents et donc sur les paysages et donc sur ce qu'on appelle les biomes. Alors ces zones particulières en fait sont particulières parce que justement elles ont des particularités du point de vue physique. Par exemple la température, le pH, la température, donc les climats. Et dans les climats, il n'y a pas que la température qui va compter, il y a aussi l'eau. On a des particularités aussi par rapport à la salinité. Vous savez bien que des poissons d'eau douce et des poissons d'eau de mer eh bien, ne sont pas compatibles dans des milieux différents. Alors certaines espèces sont capables de faire les deux. Pensez par exemple aux saumons qui sont capables de remonter en fait, de remonter des rivières avec au final des zones extrêmement différentes du point de vue physico-chimique. On a des sols qui sont différents, donc qui ne possèdent pas les mêmes minéraux, qui ne possèdent pas la même structure. Donc bien sûr que tel arbre, s'il doit pousser à tel endroit, il pourra y pousser en fonction du sol. Vous connaissez bien cette histoire. Si vous achetez une plante et que le jardinier auquel vous achetez cette plante vous dit de mettre cette plante plutôt à l'ombre et dans un sol aéré ou sableux ou autre, et que vous faites l'inverse de ce qu'il vous dit, vous avez une certitude qu'en fait votre plante elle ne poussera pas. Et puis ce qui va changer, c'est l'altitude aussi. Donc variation de capacité au final à capter de l'oxygène, puisqu'en fait on va avoir plus ou moins de richesse en oxygène en fonction de l'altitude. Les profondeurs avec une sacrée variation de pression, de présence en oxygène aussi, variation de température, de lumière, etc. Donc nos biomes, ce sont des zones caractérisées par tous ces caractères ici, température, pluviométrie, pH, etc., et qui permettront à certaines espèces d'être présentes. Et donc, ces biomes vont constituer des paysages que vous connaissez. Vous avez déjà entendu parler de toundra, de steppe, de savane, de forêt tempérée, de forêt tropicale, de taïga, etc. Donc on est ici sur les notions de biomes. Et l'ensemble des biomes et des écosystèmes forment ce que l'on appelle la biosphère. Donc la biosphère, j'ai pris une définition de Vernadsky, qui est un scientifique russe décédé depuis déjà un certain nombre d'années. Sa définition est intéressante, c'est la biosphère est la zone terrestre contenant la vie. Bon, d'accord, premier point, vous l'avez compris, et à laquelle nous appartenons corps et âme. Et ce deuxième point, il est important. On a une définition qui n'est pas centrée sur l'homme. Au contraire, elle nous dit que l'homme fait partie de cette biosphère. Et au final, si on développe un petit peu, concrètement, l'homme fait partie de cette biosphère. Il la modèle, malheureusement, on le sait maintenant. On est rentré dans une ère qu'on appelle l'anthropocène. Anthropo, ça fait référence à l'homme. Et scène, vous avez déjà peut-être entendu parler de toutes les grandes périodes écoulées depuis le début de la planète, qui se finissent par scène. Ici, anthropocène, ça fait référence justement à cette influence de l'homme sur la biosphère, en restructurant les paysages, en restructurant quasiment tous les paysages de la planète ont été restructurés par l'homme. Alors, il en reste certains qui sont vierges, mais pas tant que ça. Et du coup, c'est ce que je vous avais dit, moi, l'homme
dans notre cadre, je ne l'ai pas mis à l'intérieur de l'écosystème, même si initialement il y était, je l'ai mis plutôt en élément perturbateur, on reviendra dessus sur certaines vidéos. Alors, bilan sur les écosystèmes. Alors, d'abord, moi ce que je retiens, c'est la notion d'équilibre. Un écosystème est constitué du vivant, la biocénose, dans un milieu non vivant, le biotope, un milieu qui doit forcément être adapté aux organismes présents par ses caractéristiques physiques, chimiques, mais aussi par sa structuration pour que ce soit un bon support, et puis des différentes populations présentes dans l'écosystème, et l'ensemble des populations constitue ce qu'on a appelé une communauté. On a une multitude d'interactions entre ces organismes, et si on a un équilibre, on sera en état de climax. Si par contre on a différents stress qui arrivent, on va aller vers une notion de déséquilibre, et on en avait parlé par exemple avec l'eutrophisation ou les organismes invasifs. Donc je garde bien en tête cette notion d'équilibre entre la biocénose et le biotope. Je comprends aussi que chaque espèce a sa niche en fait, va avoir une niche particulière de vie, qu'il lui faut des conditions adaptées, donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas toutes les espèces dans tous les biotopes, et des supports adaptés. Alors la notion de niche écologique, c'est quoi? La niche écologique, au final, c'est si je reprends ici mon système dans un marais, par exemple, eh bien, chaque organisme va pouvoir vivre dans un lieu de ce biotope. Donc la niche écologique, c'est à la fois un lieu, mais c'est aussi une fonction au final. C'est une fonction écologique. Par exemple, dans une forêt, quand vous avez des organismes qui vont vivre plutôt au niveau de la souche, ou plutôt au niveau des racines, ou plutôt dans les feuillages, on est bien sur une notion de lieu, et chacun va pouvoir apporter une fonction. Par exemple, au niveau des racines, qu'est-ce qui va apporter de l'azote à notre arbre? Eh bien, ce seront des micro-organismes. On en rediscutera en microbiologie, on verra que ces micro-organismes sont fondamentaux. Et donc on en arrive à la notion de clé de voûte. Tous les organismes n'ont pas les mêmes fonctions dans un écosystème, et on a des organismes, si vous les enlevez, eh bien l'écosystème va s'écrouler. Par exemple, vous, vous doutez bien que des organismes qu'on appelle des ingénieurs écologiques, le castor par exemple, mais la barrière de corail aussi, la barrière de corail, vous l'enlevez, cette barrière ne vit plus, alors il n'y a plus, l'écosystème va forcément s'effondrer. Si les abeilles, qui sont au final des clés de voûte qu'on appelle mutualistes, qui au final vont apporter une fonction à nos fleurs, mais qui vont en tirer parti aussi. Alors c'est pas une symbiose, c'est vraiment du mutualisme. On a des clés de voûte qui vont fournir des ressources aussi. Par exemple, dans une forêt, les champignons microscopiques vont permettre de dégrader la lignine du bois, et en dégradant cette lignine, va rendre accessible un certain nombre de nutriments à d'autres organismes. Et puis, on a des régulateurs de population que sont les grands prédateurs, qui sont aussi des clés de voûte dans les écosystèmes. Donc, on part du tout petit, celui qui va donner de l'azote, par exemple, à nos plantes, à nos arbres, jusqu'aux plus gros prédateurs. On a cette notion de clé de voûte qui peut s'appliquer. Clé de voûte, c'est je l'enlève, l'écosystème s'effondre. Enfin, dernier point, je voudrais que vous gardiez en tête qu'un écosystème vit et meurt. Je prends un exemple assez simple, un étang transformé en forêt humide, par exemple à Sol et Bouleau. Voilà, 3 dates. 1920, vous avez un lac qu'on appelle oligotrophe, où on a peu de nutriments, peu de vie, mais c'est un petit étang. 1960, cet étang a évolué, il y a pas mal d'espèces qui se sont implantées, on a beaucoup de nutriments, c'est un lac qu'on appelle eutrophe. Et 2020, vous avez une forêt de Sol et de Bouleau. Et ici, on a bien eu une évolution naturelle de notre écosystème, naturelle ou parfois accélérée du fait de l'impact de l'homme. Allez, je vais vous laisser.
on rediscutera dans une dernière vidéo des systèmes en écologie qui sont hiérarchisés. À bientôt.